Radio One, jusqu'à 20h, c'est le Sunday Time. Bonsoir à tous et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver radio-one.fr. On est parti ensemble pour la dernière édition du Sunday Time, dimanche 19 juillet 2015. Le programme aujourd'hui avec dans quelques instants votre journal tout en direct, 30 minutes d'actualité pour revenir sur les principaux événements de ce week-end avec des reportages. À 19h30 le rappel des titres suivi de l'actualité bourse de la semaine avec Grégoire. On reviendra ensuite sur la situation en Grèce et nous nous poserons cette question avec Lucas Poissonnet. Est-ce que les choses auraient pu se passer autrement? Et puis enfin, Karl nous rejoindra. On reviendra sur l'accord du nucléaire iranien, un accord très important signé cette semaine. Mais avant cela, c'est le journal. Et à la une de l'actualité de la politique, et François Hollande affirme ce matin dans le JDD que la France est prête à participer à une organisation renforcée de la zone euro. Reportage à venir. En Grèce, réouverture des banques demain lundi. Le contrôle des capitaux est maintenu. Le seuil de retrait d'argent liquide assoupli. Et puis enfin, on parlera de l'affaire et du scandale à la FIFA. Jeffrey Webb a plaidé non coupable hier à New York. Et tout d'abord donc, on revient sur sur la politique et donc dans une longue interview accordée au journal du dimanche ce matin, le président François Hollande revient sur la crise grecque et souhaite que la zone euro se dote d'un gouvernement avec des ministres et un chef, un gouvernement de l'euro qui disposerait de son propre budget et qui serait placé sous le contrôle d'un parlement. Olivier Bost, vous nous avez rejoint. François Hollande souhaite donc du changement et du vrai. Oui, François Hollande veut changer le fonctionnement de l'Europe pour ne surtout pas revivre les tensions de ces dernières semaines. Il veut qu'un gouvernement et un parlement se chargent de diriger la zone euro. Mais pour y arriver, il veut d'abord rallier l'Allemagne et quelques pays moteurs parce qu'il est convaincu qu'emmener les 19 pays de la zone euro en même temps, ce sera impossible. Il faut une avant-garde, explique François Hollande. L'entourage du chef de l'État assure qu'il ne s'agit pas d'une initiative personnelle, isolée, car François Hollande est depuis la crise grecque tous les jours au téléphone avec Angela Merkel. Sauf que pour l'instant, la chancelière allemande n'a pas repris publiquement ses propositions. Angela Merkel partage seulement le constat. Il faut faire quelque chose. L'Europe ne peut pas en rester là. L'Elysée compte sur des rendez-vous européens à la rentrée pour que cette idée de gouvernement de la zone euro ne tombe pas dans l'oubli. Oui, en tout cas, l'entourage du chef de l'État assure qu'il ne s'agit pas d'une initiative personnelle, isolée, car François Hollande donc est depuis la crise grecque tous les jours avec Angela Merkel. L'Elysée qui compte également sur des rendez-vous européens à la rentrée pour que cette idée de gouvernement de la zone euro ne tombe pas dans l'oubli. Manuel Valls, quant à lui, soutient le chef de l'État. Je vous propose justement de l'écouter. Dans les semaines qui viennent, la France, notamment à travers le président de la République, aura l'occasion de prendre des initiatives et de faire des propositions concrètes qui nourrissent ces pistes. Si nous ne voulons pas que les populismes l'emportent, alors il faut plus d'Europe. Il faut pleinement reprendre l'initiative. C'est ce que dit le président de la République déjà depuis 2012. Sa voix a été parfois isolée. Maintenant, elle est partagée. Moi, je m'en réjouis. La voix de la France, elle est indispensable pour l'Europe. Pas seule, bien sûr. Mais pour l'instant, les idées de François Hollande, pour l'instant, n'ont pas été reprises par Angela Merkel. Mais ces idées, elles sont portées par beaucoup dans tous les pays en Europe. Et je pense que l'Allemagne sait parfaitement qu'il faut prendre des initiatives, mais cela doit se faire dans un dialogue constructif, dans le respect de chacun, dans le dialogue, bien sûr, franco-allemand, mais qui n'est pas exclusif aussi des autres dialogues avec les autres pays. Oui, et pour Pascal Cherki, député socialiste de Paris et frondeur, la question ce n'est pas tellement les déclarations, c'est les moyens de les réaliser. La question c'est pas tellement les déclarations, c'est les moyens pour les réaliser. Parce que des déclarations justes, tout le monde peut en faire, des constats lucides, tout le monde peut en faire, des propositions intelligentes, tout le monde peut en faire. La question c'est quels sont les moyens qu'on se donne pour les faire aboutir.
Or, depuis plusieurs années en Europe, la question est quelle est la stratégie réelle de la France. Nicolas Sarkozy était aligné idéologiquement sur Angela Merkel, puisqu'il partage la même philosophie politique, il l'a montré ces derniers temps encore une fois en venant à son secours. La question qui est posée à François Hollande, c'est de passer des tribunes aux actes. Et cela passe par le fait que nous assumions momentanément un bras de fer politique avec le gouvernement allemand de droite, parce que Mme Merkel, aujourd'hui, je le répète, a pour l'Europe la même considération et la même empathie qu'en avait Mme Thatcher. I want my money back. 19h05, la suite du journal sur Radio One. Et c'est une sortie remarquée de l'ancien directeur général du Fonds monétaire international. Dans une lettre ouverte sur les réseaux sociaux, Dominique Strauss-Kahn déplore les conditions de l'accord conclu avec Athènes, profondément néfaste, presque mortifère. Il accuse l'Allemagne d'imposer un diktat qui pourrait mener l'Union européenne à sa perte. Olivier Bost, vous êtes toujours avec nous. Alors, Dominique Strauss-Kahn critique avec des mots durs. C'est une nouvelle charge dans ce dossier grec qui n'en finit plus. Oui, c'est une charge violente, même si Dominique Strauss-Kahn prend la peine d'épargner au début de son texte François Hollande et Angela Merkel. C'est pour mieux critiquer l'accord qu'ils ont trouvé pour la Grèce. DSK évoque des conditions proprement effrayantes pour ceux qui croient encore à l'avenir de l'Europe. Encore une fois, l'ancien patron du FMI recommande un effacement d'une partie de la dette grecque. Pour Dominique Strauss-Kahn, l'Europe est trop petite pour perdre l'un de ses pays et risque de se retrouver sous la coupe des États-Unis. Manuel Valls a répondu à cette tribune hier soir à Avignon. Après avoir vu la pièce Richard III en allemand, il a renvoyé Dominique Strauss-Kahn à son statut de commentateur. Il faut avoir une vision volontariste et optimiste. Il ne faut pas regarder vers le passé. Je pense qu'on le verra en Grèce. On peut sortir progressivement de cette crise, mais il faut prendre des initiatives pour conforter la zone euro. Tout cela va dans le bon sens et cet accord était nécessaire. Nous sommes dans l'action, pas dans le commentaire. Et ce que souhaitent les Français et les Européens, c'est l'action et des résultats. Pas des commentaires, de loin, pas en surplomb. Il faut être au cœur des problèmes. Il y a maintenant deux camps très nets, ceux qui croient à l'accord pour la Grèce et ceux qui pensent, comme Dominique Strauss-Kahn, qu'il n'a encore rien réglé, que l'Europe risque encore le chaos. Et dans le même temps, la suite de ce feuilleton grec, c'est tout d'abord donc la réouverture des banques. Par décret, le gouvernement a décidé la réouverture de ces banques du pays dès demain lundi, après près de 3 semaines de fermeture. Le gouvernement d'Alexis Tsipras qui a également décidé de modifier les seuils de retrait d'argent liquide. On passe de 60 € par jour à 420 € par semaine. Et dans le même temps, Wolfgang Schäuble laisse planer le doute, interrogé par le magazine Der Spiegel sur les divergences apparues ces dernières semaines dans le dossier grec entre lui et la chancelière allemande Angela Merkel, tenante d'une ligne moins dure face à Athènes. Le grand argentier allemand a reconnu des différences d'opinion. Wolfgang Schäuble serait-il sur le départ? On en saura plus dans les prochaines semaines, bien évidemment. En bref, coup de filet contre l'État islamique en Arabie Saoudite. Le ministère saoudien de l'Intérieur annonce le démantèlement d'une organisation liée au groupe État islamique ainsi que l'arrestation de 431 de ses membres présumés, en majorité des Saoudiens. L'affaire de la FIFA et l'ex-vice-président Jeffrey Webb a plaidé non coupable hier samedi à New York dans le cadre du scandale de corruption massive de l'instance mondiale du football et les autorités ont accepté sa remise en liberté contre une caution de 10 millions de dollars. Jeffrey Webb, 50 ans, qui a la double nationalité britannique et des îles Caïmans, avait été extradé de Suisse mercredi. Il a dû laisser ses passeports au FBI et devra rester dans un rayon de 32 km autour du tribunal fédéral de Brooklyn. Ancien vice-président de la FIFA et ancien président de la CONCACAF, c'est la Confédération d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes. Jeffrey Webb est le premier des 7 dirigeants de la FIFA arrêtés le 27 mai à Zurich à comparaître à New York. Leur arrestation avait bouleversé le monde du football mondial et Jeffrey Webb avait accepté son extradition le 9 juillet dernier. Les 6 autres, parmi lesquels Eduardo Lee, membre du comité exécutif de la FIFA, ont jusqu'à présent refusé cette extradition et la procédure pourrait durer des mois. Retour en France à présent avec la crise de la viande et les agriculteurs manifestaient tout ce samedi après-midi en Bretagne comme à Lannion où ils ont bloqué un géant casino et un Leclerc à Pont-l'Abbé. Du fumier, du foin et des branchages ont été déversés devant les différentes entrées du supermarché
et également devant les supermarchés Lidl et Intermarché. Reportage de Jean-François Saint-Marc à Brézes-Isel. Leur principal objectif, c'était d'enlever des rayons les produits d'origine étrangère. Premier arrêt devant un étalage de saucissons. Cochonou, il n'y a même pas 10% qui est français. Donc ça, c'est clair, c'est vraiment une marque qu'on demande à ce qu'elle soit déréférencée des magasins. C'est joli de mettre un joli logo fabriqué en France, la petite nappe rouge et tout qui fait penser au pique-nique et tout ça. Mais ça, c'est pas français. Cochonou n'est pas français. Les agriculteurs se rendent ensuite au rayon lait pour comparer le prix de vente en rayon au prix d'achat dans les fermes. 40% il a pris. Pour mettre le pack ici. Parce que après, c'est le client qui va prendre le pack de là pour le mettre dans le canier. Donc il n'a pas trop travaillé. Il, c'est bien sûr le patron du Leclerc, Patrick Bellec. Il a dialogué tout au long de l'après-midi avec les agriculteurs. Un dialogue tendu, forcément. Le patron du supermarché rejette la faute sur un autre acteur de la filière, les transformateurs et notamment les coopératives laitières. Tout le monde nous dit ça dans les COP, c'est pas. Donc là, on s'en branle, on veut des hausses. Donc ça, il faut que tu fasses passer. Et c'est clair, on va pas chercher à comprendre et on va continuer. L'été va être pourri pour tout le monde. Non, mais et c'est pas compliqué des hausses. Même si tu achètes à 700 €, achète à 800. Réduis ta marge. Si je ne fais pas 22% de marge, je suis mort. Voilà ce que répond loin du micro le patron de la grande surface. Nous, on l'est déjà mort, lui répondent les agriculteurs. À Pont-l'Abbé, Jean Saint-Marc, France Bleu Brézes-Isel pour France Info. Et pour faire face à la crise qui touche ce monde de l'élevage, le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll a annoncé vendredi avoir déjà débloqué 23 millions d'euros, une somme qui servirait à financer des allègements de charges pour les agriculteurs. Notamment, en tout cas depuis le mois de février, des cellules d'urgence ont aussi été mises en place dans chaque département et un label viande française pour aider les éleveurs devrait faire son apparition dès lundi dans les rayons. Voilà ce qu'a annoncé samedi le chef de l'État, François Hollande. Écoutez à présent Stéphane, il est producteur de lait et pour lui, mieux vaut tard que jamais. Mais quand même, là, c'est tard. Beaucoup de paroles, Stéphane. surtout beaucoup de promesses, très peu d'actes. On attend vraiment un courage politique fort. Tant qu'il n'y aura rien de légiféré par rapport à un partage des marges ou tant qu'on aura le droit de produire, nous, à perte, on ne va pas s'en sortir. Il faut attendre qu'il y ait des drames dans les campagnes, il faut attendre que le feu soit foutu partout avant qu'ils osent que commencer à prendre le problème à bras le corps. C'est quand même dommage de devoir descendre dans la rue pour réussir à être entendu, quoi. Sachant qu'on a utilisé d'autres mots, on les sensibilise depuis quand même plusieurs mois sur nos problèmes. Mieux vaut tard que jamais, mais quand même là, c'est tard. Stéphane, donc un producteur de lait. En bref, à présent, le nombre est à peine croyable, mais il est pourtant exact. C'est un radar situé entre Rennes et Redon qui a flashé plus de 900 véhicules en seulement 24 heures. C'est ce que rapporte le quotidien Ouest France. Installé au niveau du chantier de réaménagement de la route reliant Rennes à Redon, ce radar d'un nouveau genre, en plus de pouvoir contrôler les voitures dans les deux sens, a la particularité d'être autonome pendant plusieurs jours grâce à une batterie plus résistante. On n'arrête pas le progrès donc. Un requin se promène le long d'une plage dans les Pyrénées-Orientales. Ce qui ressemble fort à un requin a donc été repéré samedi à quelques mètres de la plage du Bocal de Tetch à Elne entre Saint-Cyprien et Argelès. Les sauveteurs ont mis le drapeau rouge pendant une demi-heure, le temps de faire fuir le sale squale. À présent, on part à Paris pour la 13e édition de Paris-Plage. Ça débute demain lundi et ça dure jusqu'au 23 août. 3 plages et 3 ambiances sur le bassin de la Villette, sur la voie Georges Pompidou et sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Et pour recouvrir le bitume, 5000 tonnes de sable, ainsi que pour se divertir, de nombreuses animations au programme gratuites et destinées à tous les publics. Reportage de Camille André dans les coulisses de la construction de ces plages de sable en plein Paris. Il fait à peine jour et déjà un bateau, le Marsouin, vogue sur la Seine. Il pousse 2 barges, des embarcations à fond plat, sans moteur, et dessus des montagnes de sable extraits des carrières de Normandie. L'équipage les a chargés au petit matin. Charles Henry. Nous, on est parti de Port-Victor à 5h du matin avec ces 2 barges. On a à peu près 1000 tonnes de sable. Alors, il y en a une qui a été chargée dans une carrière en Seine-Aval et l'autre qui a été rechargée depuis un dépôt d'Île-de-France. Et donc là, on se dirige vers Paris-Plage. Plus précisément, voie Georges Pompidou. Il faut compter une bonne demi-heure de navigation et c'est Richard Le Payen qui tient la barre. Oui, Laurent, c'est Richard, oui. Bon, on est à la passerelle des Arts. T'es le long du quai, là?
Ok. Dans sa cabine, à l'abri des odeurs de carburant, Richard Le Payen dirige le bateau long de plusieurs dizaines de mètres. Il faut passer entre les piles des ponts, rester là où l'eau est profonde et bien sûr respecter le code de la navigation. Feu vert à 7h, ouais. D'accord. On va être obligé d'attendre un petit peu ici avant de passer le pont. Ouais. C'est un peu long, mais faire venir le sable par voie fluviale, c'est surtout écologique. Un transport comme celui-ci, c'est quasiment l'équivalent de 250 camions qu'on a pu éviter dans Paris. Et c'est aussi une empreinte en CO2 beaucoup moins importante, car quasiment 66% de moins de rejets par rapport à un camion. Ça y est, la barge va accoster le long de la voie Georges Pompidou. Le quai n'est pas adapté, il faut une manœuvre savante. Et le sable arrive à bon port. Par contre, les crochets, ils sont comment là? Parce que on va peut-être mettre quand même une des deux cordes en une, parce que tu vois ce que je veux dire. Il ne reste plus qu'à vider les bateaux. Marco Canceda, directeur environnement et foncier pour Lafarge, l'entreprise qui fournit le sable chaque année. Il y a une pelle qui décharge les 2 péniches qui sont sur le quai. Cette opération va être effectuée pendant 2 heures, grosso modo. Ce sable il est versé sur les bacs que vous voyez en face. Il y a des ouvriers qui sont là, qui vont étaler ce sable le long de ces limitations en bois. Et si vous passez lundi, on aura l'impression d'avoir une plage depuis très longtemps. Et si l'illusion fonctionne, c'est aussi parce que le sable sélectionné est blanc et très fin, comme sur les plages, pas plus de 2 mm par grain. L'entreprise Lafarge l'a concassé, tamisé, lavé. Tout un savoir-faire selon Jean-Paul Chénion, directeur adjoint de Lafarge Granulat. C'est très symbolique, c'est montrer notre capacité à livrer au cœur du Paris un sable qui sert à des grands ouvrages, comme le Stade Jean-Bouin, comme le Philharmonique, comme la Cité de la Musique aujourd'hui. C'est symbolique de notre capacité à faire un sable de qualité. Ce beau sable, c'est le sable qu'on produit tous les jours pour nos clients, avec les mêmes exigences. Et on a les mêmes exigences pour les Parisiens, pour le fouler sur les berges. Une couche de 50 cm de sable sur quasiment 1 km de long, il ne manque plus que le mobilier, toujours le même année après année selon Stéphane Chave, responsable du département des grands événements à la ville de Paris. Tous les caillebotis, toutes les cabanes, tous les claustras sont les mêmes depuis le début de l'opération, c'est-à-dire depuis maintenant 14 ans. Les palmiers ce sont toujours les mêmes, les charmes ont grandi avec Paris Plage, on ne jette rien, on entretient tout, on conserve tout et on réutilise tout. Réduire au maximum l'empreinte carbone de Paris-Plage, c'était l'idée de la municipalité. Surtout cette année, à l'approche du grand rendez-vous sur le climat en décembre, Jean-François Martin, l'adjoint d'Anne Hidalgo chargé des sports et du tourisme. C'est chaque année un moment un peu particulier que cette arrivée du sable. Reconquérir des voies qui sont normalement pour les automobiles, normalement pour les véhicules polluants et les offrir aux circulations douces, aux piétons, aux loisirs. Finalement, Paris-Plage est un très bon exemple de ce que les grandes villes peuvent faire en matière environnementale. Tout ça, c'est ce qui permettra à cette édition de Paris-Plage d'être notamment sous le signe de cette fameuse COP21. La municipalité espère encore attirer des millions de personnes au bord de la Seine cet été. Paris-Plage, ce sera donc à partir de demain jusqu'au 16 août dans le centre. Pour les toutes nouvelles plages du 14e et du 20e arrondissement créées autour des centres sportifs Elisabeth et Louis Lumière, l'activité se terminera le 2 août. Le bassin de la Villette, en revanche, jouera les prolongations jusqu'au 23 août. Reportage de Camille André, donc dans les coulisses de la construction de ces plages de sable en plein Paris. Une histoire insolite à présent, c'est peut-être même l'histoire mignonne du jour. Jeudi soir, alors qu'elle jouait dans sa chambre, une petite fille de 5 ans, assise sur le rebord de sa fenêtre, située au 3e étage de son immeuble, bascule en arrière. Et selon le récit du policier qui est intervenu le premier sur les lieux, rapporté par le site Daily News, la petite fille a été retrouvée saine et sauve sur le trottoir, allongée sur une peluche des célèbres héros qui cartonnent actuellement partout. Et je parle bel et bien des Mignons. Selon le policier, en tombant, la fillette aurait continué à s'agripper à sa peluche qui aurait amorti le choc contre le bitume. On ne connaît pour l'instant pas l'état de santé du mignon rembourré, mais la fillette, elle, s'en est sortie avec un bras cassé. Plus de peur que de mal, et donc on pourra remercier les peluches Mignons, en tout cas le film Minions, et bien évidemment à voir au cinéma depuis le 8 juillet dernier en France. Le
sport et le Tour de France, 15e étape de 183 km. Les coureurs ont dû affronter la pluie, le vent et la chaleur. Une étape de transition avant d'affronter dès demain les Alpes. André Greipel a remporté l'étape lors d'un sprint très disputé. C'est la 3e fois que l'Allemand remporte une étape dans ce Tour de France. Il s'est détaché du peloton dans les tout derniers mètres devant son compatriote John Degenkolb et le Norvégien Alexander Kristoff. Le Slovaque Peter Sagan, porteur du maillot vert, a pris la 4e place devant le Norvégien Edvald Boasson-Hagen. Le premier Français Christophe Laporte est arrivé 7e. A noter que certains coureurs ont franchi la ligne d'arrivée avec plus d'un quart d'heure de retard. Fatigués ou blessés pour la plupart. Le Britannique Andy Murray en tennis remporte les quarts de finale de la Coupe Davis contre Gilles Simon en 4-7, 4-6, 7-6, 6-3, 6-0. Le Britannique enterre les Bleus ce dimanche en 3h24 sur le gazon du Queen's à Londres et fait accéder la Grande-Bretagne aux demi-finales. C'était une première depuis 1981. Et puis une bonne nouvelle côté français, c'est l'équipe de France de volley qui a remporté la Ligue mondiale à Rio de Janeiro. Les Bleus ont dominé la Serbie en finale 25-19, 25-21 et 25-23. C'est le premier titre international de l'histoire de l'équipe de France. Restez bien évidemment avec nous sur radio-one.fr. Dans quelques instants, on va retrouver Karl pour revenir sur cet accord sur le nucléaire iranien. On revient tout de suite après la virgule. Et c'est donc Karl qui nous a rejoint. Bonsoir Karl. Bonsoir. Alors on va donc avec vous revenir sur un traité signé cette semaine, un accord historique, le plus important traité du 21e siècle. Karl, pourriez-vous nous en dire plus ? Bonjour mon cher Martin. Alors qu'y a-t-il dans cet accord ? Alors cet accord, négocié en 12 ans, compte une centaine de pages. Il repose sur 3 principes. La limitation du programme nucléaire iranien pendant au moins une décennie, la levée des sanctions internationales contre l'Iran et le renforcement des contrôles. Pour ce faire, il s'agit de limiter le nombre de lieux à inspecter pour les contrôles et, dans le même temps, de limiter le matériel à y inspecter en imposant des plafonds. Ce matériel, c'est l'uranium et le plutonium. Il est question de limiter l'enrichissement du premier et la production du second. Pour ce faire, la centrale à eau lourde d'Arak sera modifiée pour ne pas avoir la capacité de produire du plutonium à vocation militaire. En échange, les sanctions économiques à l'encontre de l'Iran seront levées graduellement, notamment les avoirs gelés à l'étranger qui représentent environ 135 milliards d'euros. Une belle somme. Importante nuance par rapport aux négociations entre 2003 et 2005, il n'est plus question de démanteler le programme nucléaire iranien, mais bien d'empêcher le développement clandestin d'un programme nucléaire militaire. Ce qui n'est pas évident, rien ne peut stopper les dirigeants iraniens, actuels ou futurs, de relancer en secret un programme militaire. Alors, plus de 12 ans de négociations, pourquoi ces négociations ont-elles été si longues ? Alors, un nom, Mahmoud Ahmadinejad. Les premières négociations visant à convaincre l'Iran d'abandonner son programme nucléaire ont commencé en 2003, à l'initiative de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, ou du groupe dit UE3. Après une période de coopération, les négociations se tendent en 2005 avec l'élection du président Mahmoud Ahmadinejad, qui adopte une ligne dure et revendique le droit de développer un programme nucléaire civil, ce que l'Iran a le droit de faire. En 2006, les négociations s'élargissent aux États-Unis, à la Chine et à la Russie, qui, avec les 3 Européens, forment le groupe P5+1, les 5 membres du Conseil de sécurité permanent des Nations Unies et l'Allemagne. Alors que les discussions sont en perte de vitesse, l'Organisation des Nations Unies, ONU, multiplie les mises en garde contre l'Iran et les sanctions internationales pleuvent sur le pays. Ce n'est qu'après le remplacement de Mahmoud Ahmadinejad par Hassan Rouhani en 2013 que les négociations sont reparties du bon pied. Il aura fallu un peu moins de 2 ans après l'accord de principe de Genève du 24 novembre 2013 pour finaliser le compromis le 14 juillet 2015 à Vienne. Alors quels sont les pays qui se sentent menacés par un Iran nucléaire ? Israël, bien sûr.
Mais tout le monde dans ce pays ne partage pas la dramatisation excessive et mensongère que met en scène Benjamin Netanyahou à des fins politiques, en déclarant qu'un Iran nucléaire est une menace existentielle pour Israël. D'autres femmes et hommes politiques de la gauche israélienne ne partagent pas ce dramatique sophisme. L'Iran n'est pas dangereux pour notre existence à proprement parler. Beaucoup d'autres menaces existent, a déclaré le député travailliste Shelly Yashimovitz. Tzipi Livni pense également que les armes nucléaires iraniennes ne constituent pas une menace existentielle pour Israël. Plusieurs anciens et actuels chefs de sécurité israéliens sont sur une ligne qu'on pourrait définir ainsi. L'Iran ne doit pas être autorisé à se munir en armes nucléaires, mais même si cela arrivait, le sort d'Israël ne serait pas scellé. En 2011, le chef du Mossad, Tamir Pardo, analysait la situation ainsi. Si l'on dit qu'une bombe nucléaire dans les mains iraniennes est une menace existentielle, ça signifie que nous devons fermer boutique et rentrer à la maison. Nous n'en sommes pas là. Le terme de menace existentielle est utilisé à tort et à travers. L'Arabie saoudite se sent elle aussi menacée, mais elle est plus loin et presque hors de portée des missiles balistiques iraniens. Ces missiles ne sont pas prêts, pas fiables et n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, car si posséder l'arme nucléaire est un avantage militaire et stratégique crucial, il faut pouvoir envoyer cette arme sur n'importe quel coin du globe grâce à des missiles, ce qui demande des technologies de transport, de propulsion et de guidée, soit à partir de silos au sol, de sous-marins ou d'avions. Ces connaissances sont pour l'instant bien au-delà des capacités de l'armée iranienne. Alors que va-t-il se passer maintenant que ce fameux accord a été signé ? D'abord, les sanctions contre l'Iran vont progressivement être levées. Il y avait plusieurs couches de sanctions qui s'additionnaient et qui pesaient très lourdement sur l'économie du pays. Elles concernaient des entreprises et des personnes citées nommément. Tous les représentants de l'État, les députés, tous les gens qui étaient visibles de près ou de loin dans la société civile ou les grandes entreprises, et dont les avoirs à l'étranger sont gelés, mais aussi des secteurs d'activité entiers qui sont empêchés d'échanger avec le reste du monde. L'exportation de pétrole a notamment été divisée par 2 entre juillet 2012 et décembre 2013. Conséquence des sanctions, le PIB de l'Iran a reculé de 25% au cours des 3 dernières années. Sa monnaie, le rial, s'est effondrée et le pays a connu une inflation galopante, de quoi faire fuir à l'étranger toute une génération de jeunes diplômés. Une seconde, il m'arrive un problème, je suis désolé. Les sanctions ont surtout touché la classe moyenne iranienne et ont renforcé les discours radicaux. Elles légitiment la rhétorique anti-occidentale du régime, limitent le développement d'une classe d'entrepreneurs non inféodée à l'idéologie islamique, rendent la population plus dépendante encore de l'État, qui contrôle 80% de l'économie, et favorisent la mainmise des militaires sur des pans entiers de l'industrie. On comprend donc la volonté des Américains de vouloir faire cet accord. Ensuite, avec ses 78 millions d'habitants, ses 1,7 million de kilomètres carrés, l'Iran est un poids lourd du Moyen-Orient qui contribue à l'équilibre précaire de la région. Grâce à son jeu d'alliance, l'Iran est présent dans 4 capitales arabes d'importance. Beyrouth au Liban, où il soutient le Hezbollah, qui a des ministres au gouvernement, Damas en Syrie, où il appuie Bachar el-Assad, Bagdad en Irak, où il collabore avec le gouvernement de Bagdad, à majorité chiite, face notamment à la menace du groupe terroriste sunnite Daesh, et Sanaa au Yémen. L'Iran est donc un pivot incontournable avec lequel les Occidents ne peuvent se brouiller définitivement, ainsi qu'un allié fort et motivé contre Daesh. Enfin, le commerce va reprendre et toutes les sociétés du monde entier sont sur les rangs pour rentrer dans ce marché qui n'attend qu'eux. L'Iran, quant à lui, va sortir de son isolement et va immédiatement soigner ses relations internationales avec le développement tous azimuts des relations avec des pays voisins, ce qui constitue sa priorité. Le président iranien, Hassan Rouhani, a fait part de la disposition de l'Iran à mener des consultations avec les pays amis, dont le Qatar, dans le sens du renforcement de la stabilité et de la sécurité de la région. Il faudrait, à la lumière de notre coopération, empêcher la poursuite des activités des groupes terroristes
et Takfiri, a-t-il ajouté. Et la situation de la France dans tout cela? Ah, la France! Longtemps partisan de la fermeté, quitte à refuser l'accord il y a un an, le Quai d'Orsay a modéré sa position. Alors que la France avait profité de cette intransigeance pour faire valoir son rang sur la scène internationale et s'ouvrir de nouvelles perspectives commerciales pour les entreprises françaises dans les monarchies sunnites du Golfe, inquiète de l'influence croissante de l'Iran chiite, Anali Rotem, certaines mauvaises langues, bien sûr, diront que la France a été le cheval de Troie d'Israël pour faire capoter l'accord. Dont les Français se vantent de cet accord en prétendant que leur attitude hostile a aidé à avoir un meilleur accord. Côté iranien, les avis sont différents. Téhéran pense que la France sera la perdante de cet accord, car la perception est que la France a eu la position la plus dure durant cette négociation. Généralement, la presse iranienne explique cette position par des liens commerciaux de la France avec l'Arabie saoudite et des liens stratégiques avec Israël. Les autorités iraniennes ont peut-être également la perception que la France ne voulait pas d'un accord qui respecte les droits de l'Iran. Il est vrai que la ligne dure adoptée contre l'Iran depuis la présidence de Nicolas Sarkozy a été poursuivie sous François Hollande. En outre, depuis le début des négociations, la France a, à de nombreuses reprises, évoqué sa méfiance vis-à-vis de l'Iran en sous-entendant que l'Iran voulait toujours la bombe atomique. De plus, très souvent, il y a eu des déclarations de diplomates français évoquant le rôle déstabilisateur de l'Iran dans la région. Cette ligne dure s'explique en partie par des liens commerciaux avec l'Arabie saoudite et des liens proches avec Israël. Il y a en outre un courant néoconservateur, voire sioniste, aux affaires étrangères françaises qui diabolise l'Iran à outrance et curieusement épargne les monarchies du Golfe. La France a eu traditionnellement un rôle de médiateur dans la région. Est-ce qu'on n'a pas été trop loin dans ce discours anti-iranien? Ces prises de position affaiblissent considérablement la crédibilité de la politique française dans la région. Nous ne sommes plus un véritable médiateur dans une région qui en a bien besoin. Et comment pouvoir apporter des solutions aux crises irakiennes et syriennes en diabolisant l'Iran? Enfin et surtout, pourquoi la diplomatie française n'intègre pas dans ses raisonnements l'importance du processus de modernisation de la société iranienne et ses conséquences pour l'Iran et la région? Merci beaucoup Karl donc pour toutes ces interrogations autour de ce nucléaire iranien et donc merci également pour toute votre participation tout au long de cette saison du Sunday Time. On se retrouvera bien évidemment la saison prochaine. Hein. Ce sera un grand plaisir mon cher Martin. Merci beaucoup Karl et excellentes vacances bien méritées pour vous. 19h31 tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité. Et à 19h31, on fait à présent un point sur l'actualité de ce dimanche et tout d'abord la situation de la Grèce après l'adoption par le Parlement grec de l'accord négocié entre Athènes et Bruxelles. Lundi, les banques réouvriront puisqu'elles étaient fermées depuis le 29 juin. Enfin, mercredi au plus tard, le Parlement vote une deuxième série de mesures exigées par le Fonds monétaire international, la BCE et la Commission européenne. À noter également que d'ici au 5 août, le pays devra aussi payer 175 millions d'intérêts au FMI et rembourser également 4,3 milliards d'euros à ses créanciers. En politique, François Hollande affirme ce matin dans le journal du dimanche que la France est prête à participer à une organisation renforcée de la zone euro. L'affaire du scandale à la FIFA et Jeffrey Webb a plaidé non coupable hier à New York. Dans le cadre du scandale de corruption, les autorités ont accepté sa remise en liberté contre une caution de 10 millions de dollars. Enfin, le Tour de France sur cette 15e étape de 183 km, Andrei Greipel a remporté un sprint très disputé. Et à 19h33, on est avec Grégoire. On est à présent avec Grégoire de Bourse du Futur. Bonsoir Grégoire. Oui, bonsoir. On va faire donc le point avec vous sur toute l'actualité bourse de la semaine. Tout à fait.
Alors, cette semaine, comme vous avez pu sans doute l'entendre, Wall Street, qui garde un œil sur le dossier grec, s'affiche en ordre dispersé, tandis que le Nasdaq poursuit tout de même sa progression, actuellement sur de nouveaux records, avec notamment Google, qui a pris 13% au cours de la semaine. La marque française Danone publiera ses résultats du second trimestre 2015 le 24 juillet. Le titre américain Mattel perd près de 5% au cours de la semaine à Wall Street, alors que le géant américain du jouet dévoile ses résultats du second trimestre qui étaient pourtant favorables. D'après les documents de NPD Group, les ventes de jeux vidéo en juin 2015 ressortent en hausse de 19% aux États-Unis, ce qui génère un chiffre d'affaires de, pour l'instant, 357 millions de dollars. Au premier trimestre, le groupe JAJ accuse une baisse de chiffre d'affaires de moins 6,8%, soit environ 157 millions d'euros. Le CAC 40 a fini en hausse vendredi de 0,06% à 5124,39 points. Le titre boursier américain, le Dow Jones, en baisse, lui, par contre, de 0,38% à 18 051,67 points. Le lingot d'or, en légère hausse, est actuellement à 33 880 euros et le baril de pétrole est à un prix stable depuis maintenant 3 mois à 50,81 $. Voilà. Merci beaucoup Grégoire donc pour toutes ces précisions autour de la semaine bourse. Merci également d'avoir collaboré avec nous tout au long de cette saison. On se retrouvera bien évidemment fin août, début septembre pour de nouvelles chroniques. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt. Tout de suite on rejoint Lucas Poissonnet. Voilà, et c'est à présent Lucas Poissonnet qui nous a rejoint à 19h36. Bonsoir Lucas. Bonsoir Martin. Alors ça y est, la Grèce a donc finalement trouvé un compromis. La zone euro a décidé à l'unanimité d'entamer des négociations en vue d'accorder un troisième plan d'aide au pays. On va revenir avec vous donc sur toute cette situation et surtout, est-ce que les choses, Lucas, auraient pu se passer autrement ? Bien, d'abord, oui, on va revenir sur la situation. Donc, à la suite de l'annonce de la poursuite des négociations avec le fameux accord qui a été adopté, la twittosphère s'est emballée et le mot dièse This is a coup a atteint la première place dans les tendances dans plusieurs pays européens. Donc, est-ce que la twittosphère a raison de parler de coup d'État ? On va regarder l'accord de plus près. Donc, dans un premier temps, il reste assez vague. On parle de restaurer la confiance en première page, donc l'accord en comporte 7, mais bien vite on parle d'augmentation de la TVA et d'une réforme des retraites sans plus de précision, mais on peut imaginer, comme le prévoyait la proposition mise en référendum dimanche dernier, que l'âge de la retraite va passer à 67 ans. Les objectifs d'excédent budgétaire se voient, eux, confirmés jusqu'en 2018. Dans ce cadre, la Grèce devra appliquer la fameuse règle d'or du zéro déficit, au moins. Sont également prévues la privatisation de l'opérateur du réseau de distribution d'électricité, ainsi que la mise à l'écart de l'État grec en ce qui concerne le fonctionnement du système bancaire. Et également, le gouvernement grec va avoir l'obligation de, je cite, élaborer un programme de privatisation nettement plus étoffé. C'est-à-dire que la Grèce va devoir vendre des actifs, non pas pour investir, mais pour rembourser les prêts qui ont été accordés par l'Union européenne et pour en débloquer un nouveau de 50 milliards d'euros, dont seulement un quart, c'est-à-dire 12,5 milliards d'euros à peu près, servira à investir. Et encore, ces investissements seront faits sous la supervision de l'Union européenne. Et surtout, dans tous les domaines concernés par l'accord, la Grèce devra consulter les institutions avant de faire la moindre loi au Parlement ou de proposer le moindre référendum au peuple. Les mesures énumérées ne sont pas exhaustives
et sont imposés à la Grèce, qui ne représente que 2% du PIB européen et qui n'a donc rien pu faire dans les négociations contre 19 pays de la zone euro, vient décider à lui imposer des mesures d'austérité. Donc cette politique d'austérité qui, je le rappelle, jusqu'à présent n'a servi qu'à amener le déficit grec de 120% du PIB à 175% du PIB, et aujourd'hui la population hellène est à hauteur de 33% menacée par la pauvreté. Et donc, il s'agit bien là d'une atteinte via un rapport de force à la souveraineté de l'État grec, et donc véritablement d'un coup d'État de la part des institutions européennes. Et ce que je viens de citer, en plus, n'est, selon le texte même de l'accord, que le, je cite, minimum exigé pour entamer une négociation. Car, comme tu l'as dit, comme tu l'as rappelé au début de la chronique, les 80 milliards d'euros ne sont pour l'instant aucunement débloqués. Il va falloir encore des négociations pour un Alexis Tsipras politiquement fragilisé. En effet, à la Voulie, 39 des 149 députés de Syriza n'ont pas voté l'accord. Tsipras a dû compter sur l'ex-coalition contre laquelle il a été élu en janvier, on le rappelle, c'est-à-dire le Parti socialiste et Nouvelle Démocratie. Et donc il a dû compter sur ces deux forces et aussi sur Tepotami et ses alliés de l'ANEL pour faire passer l'accord. Et il a également, mercredi dernier, été désavoué par le comité central de son propre parti, qui a refusé le texte de l'accord, mais cela n'aura aucune incidence vraisemblablement sur donc la mise en place des mesures d'austérité. Très bien, merci beaucoup Lucas pour toutes ces précisions. Hein. Oui, et tu m'avais posé la question de savoir si ça aurait pu se passer autrement. Oui. Eh bien non, ça n'aurait pas pu se passer autrement, tout simplement parce que Alexis Tsipras ne voulait absolument pas sortir de l'euro. Il ne gardait même pas ça comme pour cette carte pour par comme exemple bluffer comme sortie de secours ou simplement comme pour bluffer un peu, pour essayer de menacer l'Allemagne et les institutions européennes pour essayer d'arracher un meilleur accord aux institutions, mais ça n'a pas été le cas. Et donc du coup, il était vraiment en position de faiblesse dans les négociations, et il en résulte cet accord qui porte vraiment atteinte à la souveraineté de l'État grec et qui est une défaite pour Alexis Tsipras et pour la Grèce tout entière. Merci beaucoup donc Lucas pour toutes ces précisions autour de ce dossier grec. Merci également d'avoir été là tout au long de cette saison, et on espère te retrouver la saison prochaine bien évidemment. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup et bon été à toi, excellentes vacances. Merci beaucoup, à toi aussi Martin. Salut. Salut. Radio One, le Sunday Time. Et cette année, le Club Med fête donc ses 65 ans. Après une traversée du désert avec les comptes dans le rouge, l'inventeur de la formule des vacances tout compris espère repartir de plus belle grâce à la Chine. Ce printemps, le milliardaire Guo Guangchang, à la tête du groupe Fosun, a racheté le club français et compte accélérer la conquête du plus grand marché touristique du monde. Un reportage d'Eike Schmidt sur l'île d'Onggao, au large de Macao, dans la mer de Chine du Sud, où le club de vacances vient d'ouvrir un nouveau village. À peine descendue du ferry, l'animatrice Fanny initie les débutants à l'abécédaire du Club Med. On a les GO, donc nous les gentils organisateurs, et on a les GM, donc vous êtes les GM, les gentils membres. Vous avez exporté cette culture Club Med en Chine. Exactement, et c'est pas prêt de s'arrêter, puisque maintenant le club est chinois, alors tout le monde va être gentil. Nous sommes branchés sur la libération de l'homme.
La libération de l'homme. En 1950, c'était le credo du fondateur du club, Gérard Blitz. Message reçu 5 sur 5 par Michael, chinois venu de Guilin avec sa mère. Le but dans la vie est d'être heureux. Les gens boivent, dansent et se parlent. Du coup, on oublie nos soucis de tous les jours. Ici, nous nous détendons. Aujourd'hui, ce soir, maintenant. 3 clubs sont déjà ouverts, 9 autres devraient suivre d'ici 5 ans. Pour conquérir ces nouveaux gentils membres, même le PDG Henri Giscard d'Estaing se met au chinois. Je sais dire ni hao qui est bonjour et sei qui est merci. Notre clientèle chinoise, elle veut découvrir ici la Méditerranée au milieu de la Chine. Mais elle veut aussi que nous soyons adaptés à leurs attentes. Donc c'est ce mélange de savoir-faire français et aussi de cette formule de vacances tout compris haut de gamme qui fait notre succès ici en Chine. Le nombre de clients chinois est en hausse de 20%. À côté du foie gras, le restaurant French Riviera propose alors des pieds de cochon et Vincent, chef de village, pense aux moindres détails pour mettre ses clients à l'aise. Il y a des petites choses qu'on a adaptées. Forcément, on avait des t-shirts 45 de chaque village et puis on a dû passer au 88 en Asie parce que le 4 est un chiffre qui sonne un peu comme le mot mort. C'est pas très positif, bien entendu, donc on est passé au 88. Le chiffre 8, lui, est porte-bonheur en Chine. On doit s'adapter, penser différemment. L'apprentissage se fait aussi côté chinois. Je ne sais pas nager. Et le soleil, je l'aime et le déteste en même temps, car s'il n'y a pas de soleil, mes photos ne seront pas belles, mais s'il y en a trop, ma peau blanche risque de virer au noir. Sur la plage, la jeune Hai Xiang ne quittera ni sa robe longue, ni son chapeau de paille. Peu importe, au coucher de soleil, tout le monde se retrouve pour faire la fête. Heike Schmidt, Dongao, RFI. Et après le Club Med, on part au Festival d'Avignon, là où le théâtre se mélange avec les autres disciplines de la scène. Après la danse et la musique, Samuel Achache est autant musicien que metteur en scène. Et sa pièce Fugue se dit autant qu'elle se chante. En plus, elle est hilarante. Reportage Thierry Floril. Ne dites pas à Samuel Achache qu'il donne dans le potage s'il préfère burlesque. Pourtant, il y a bien quelque chose de délicieusement puéril dans son théâtre. Dans Fugue, il est question de tempérament et de contrepoint pour faire vite, d'accords parfaits, de quête de l'absolu en musique. Sur scène, du sable, en fait de la neige, une expédition scientifique au pôle sud où tout est prétexte à malentendu, loufoque. Dans la canicule d'Avignon, les acteurs musiciens sont emmitouflés et jouent entre autres à être gelés par le froid. Samuel Achache chante humour et mélancolie. C'est par goût, je le sais. On a cette chose-là, mais on ne se dit jamais tiens, on va faire une scène burlesque. Je sais qu'un tel va traiter telle chose de telle manière. Enfin, en tout cas, il va avoir des tendances à. Il y a toujours cette idée, aussi sur la musique, cette idée du contrepoint, qu'on tente de s'appliquer à soi-même. Mais c'est vrai que la mélancolie, alors que je ne crois pas particulièrement être et. Enfin, j'en sais rien. Et les autres non plus, mais c'est assez fascinant en fait, la mélancolie. C'est assez beau tant qu'on s'y complaît pas. Nous ne comprenons pas bien, monsieur, vous êtes de quelle origine? Jorge? Jorge? Ah, vous êtes espagnol? Il s'appelle Jorge. Jorge! Muy bien. Non! Non! Jorge, la rarette, le rarette, le rérou. Alors que cette année à Avignon, on se met nu sans raison sur scène. Quand celui qui était gelé tout à l'heure prend un bain pour se réchauffer, on se dit « Ah non, pas encore !» Mais dans un numéro hilarant, il cache sa fierté avec du scotch et plonge dans une baignoire pour une course olympique qui ravit le public. Mais cette fugue, c'est aussi un questionnement sur la fuite. Que cherchent-ils ces personnages sur cette glace infinie? Et quand les mots ne suffisent plus, il y a la musique. On chante quand les mots ne suffisent pas ou qu'il nous manquent. Parce qu'on s'est dû se poser la question de savoir comment la traiter, quelle place elle avait, quelle valeur elle avait, pas seulement pour faire joli et d'un coup amener un peu de souffle et un peu de respiration parce que la musique c'est bien. Mais c'est de voir comment la musique nous fait basculer à un autre niveau de réalité en fait. Comment ça continue ce qu'on est en train de faire, ou comment ça le précède, ou comment c'est d'un coup une trouée à l'intérieur de ce qu'on est en train de produire théâtralement. Mais comment ce moment-là aussi est juste un petit pas de côté sur le niveau de réalité dans lequel on est. Voilà, j'ai envie de pleurer parce que c'est la pure merde. Reportage de Thierry Floril au Festival d'Avignon.
On parle à présent de la RoboCup. Si les Bleus ont déçu au Brésil en 2014, une autre équipe de France pourrait peut-être faire mieux cette année. Pour la 4e fois de leur histoire, des robots footballeurs français se sont qualifiés pour la RoboCup Soccer, une des compétitions de la Coupe du Monde de robotique qui se déroule du 19 au 23 juillet en Chine. Écoutez justement l'interview de Fabrice Jumel, maître de conférence à CPE Lyon, école d'ingénieurs. Il était au micro de Mélanie Delaunay. Ils ont les pieds carrés et ils jouent au football. Ils sont en aluminium, hauts comme 3 pommes, et ils vont défendre les couleurs de la France. Ce sont des footballeurs un peu particuliers dont on vous parle aujourd'hui, car ils ne sont pas humains. La Coupe du Monde de robotique commence aujourd'hui en Chine. Bonjour Fabrice Jumel. Oui, bonjour. Vous y avez participé l'année dernière. Vous êtes maître de conférence à CPE Lyon, une école d'ingénieurs en chimie, physique et électronique. Alors pour nos auditeurs qui ne les ont pas vus, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemblent les robots qui participent à cette compétition ? Volontiers. Donc, il faut imaginer un certain nombre de compétitions. Ces compétitions vont dépendre de la taille des robots mis en œuvre. Donc, globalement, on a 3 grandes tailles de robots. Les petits robots qui vont faire à peu près 20 cm. Donc, il faut imaginer réellement des petites boîtes de conserve qui se déplacent très rapidement et qui jouent avec des petites balles. Ensuite, nous avons des ligues avec des robots un petit peu plus grands, de l'ordre de 70 cm, où les robots là vont commencer à se déplacer avec des déplacements de type humanoïde, c'est-à-dire des robots qui vont être capables de marcher, avec notamment le petit robot Nao, qui est une des grandes fiertés françaises, le robot de la société Aldébaran. Et puis, la ligue medium size, dans laquelle on va retrouver des robots qui ont à peu près 1,50 m de hauteur. Donc là, il faut imaginer des robots qui ont l'air tout droit sortis de la guerre des étoiles, qui sont capables de jouer avec des vrais ballons de foot, qui sont capables de faire des dribbles, qui sont capables de tourner sur eux-mêmes, de faire des passes et de faire des tirs d'assez grande précision au niveau de cages de but qui sont un peu plus petits que des cages de hand. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que ces robots, ils ne sont pas téléguidés. Non, ces robots sont complètement autonomes. Ils ont une vision du jeu qui leur est donnée par un certain nombre de caméras placées au-dessus des terrains. Et à part ça, ils sont complètement autonomes. Il n'y a pas d'intervention humaine pendant les matchs. Alors quand on regarde les vidéos sur Internet, on a quand même un peu l'impression qu'ils piétinent, qu'ils ne sont pas très très adroits, ces robots. Alors, les choses avancent très vite. Il faut replacer dans le contexte, c'est-à-dire que c'est une compétition qui est très ancienne. Pour les gens qui ont suivi depuis l'origine, c'est-à-dire depuis presque maintenant une vingtaine d'années, les progrès sont vraiment fulgurants. Le dernier match de l'année dernière qui a opposé l'équipe des robots vainqueurs de la medium size avec une équipe humaine a offert un spectacle vraiment impressionnant au public brésilien. Et on a vu des buts marqués par les robots contre les humains qui étaient vraiment impressionnants. Par contre, on n'est pas encore réellement au niveau d'une équipe de foot humaine, mais on s'en approche. Et l'idée justement, à terme, dans une trentaine d'années peut-être, c'est qu'une équipe de robots footballeurs soit capable de battre des humains sans intervention extérieure. Donc, c'est de la science-fiction ou est-ce que c'est possible ? C'est l'objectif de la RoboCup. L'objectif numéro 1, c'est de faire une équipe de robots capable de battre l'équipe championne du monde de foot. C'est l'objectif. De mon point de vue, c'est faisable. Les progrès chaque année sont vraiment extraordinaires. On peut vraiment espérer avoir des robots capables de jouer contre une équipe humaine de grande qualité d'ici 2050. Alors ces robots, ils sont capables de faire tout plein de choses. Et vous d'ailleurs, l'an dernier, vous avez participé à une autre compétition lors de cette Coupe du Monde de robotique. Ça s'appelait At Work, en fait, des robots qui travaillaient. Tout à fait. L'idée était d'imaginer l'usine du futur dans laquelle des robots sont capables de manière autonome de trouver des pièces et d'être capables de les transporter d'un point à un autre dans un environnement qui leur est globalement inconnu. Oui, ça représente combien d'années de travail pour faire de tels robots ? Les robots en eux-mêmes représentent quelques années de travail, mais on peut utiliser de plus en plus des systèmes qui sont opérationnels directement sur le marché, en tout cas pour cette compétition. Et ensuite, au sens des développements de programmation, on réutilise beaucoup de travaux qui ont déjà été faits par des prédécesseurs. Et en se basant sur ces travaux, il faut à peu près 1 année de travail pour être prêt à participer à une telle compétition. Et qu'est-ce qu'ils ont permis comme avancée dans le monde du travail, vos robots ? Alors, une grande révolution est en cours dans le monde du travail, c'est ce qu'on appelle la cobotique, c'est-à-dire le fait de mélanger des robots et des humains dans des environnements de travail, là où jusqu'à présent on séparait complètement le côté humain et le côté robot, en mettant si possible des cages entre les deux. On a vraiment, grâce à des initiatives comme la RoboCup, de plus en plus d'interactions entre des hommes et des robots. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on peut mettre en œuvre des scénarios dans des compétitions comme la RoboCup où on va associer des humains et des robots. Alors il y a un côté très ludique à cette Coupe du Monde de robotique, mais il y a aussi des applications concrètes en sciences, en médecine. Tout à fait. Alors,
Le foot, à la base, c'est un challenge, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'il y a vraiment l'objectif de jouer au foot et de gagner, mais derrière, ça nécessite beaucoup de réussite au niveau de l'intelligence artificielle pour coordonner des flottes de robots, ce qui est vraiment un challenge. La capacité de se déplacer de manière très rapide et avec beaucoup de sûreté et de sécurité, parce que l'objectif est de ne pas endommager les robots et surtout d'envisager qu'ils n'endommagent pas des humains qui pourraient être placés à proximité. Et puis, dans des ligues comme la Rescue League ou la Ligue at Home, là, on est vraiment dans des robots qui, dans un cas, doivent être capables de faire du sauvetage, par exemple, suite à un effondrement, un tsunami ou un séisme. Et dans le at Home, mettre en place des robots qui vont être capables d'apporter du service, en particulier à des personnes âgées ou à des personnes handicapées, à leur domicile. Donc là, on est vraiment dans des choses qui sont très proches de besoins qui sont des besoins de la société. Et le fait de participer à des compétitions permet vraiment de faire que tous les gens du monde entier qui sont les plus avancés dans ces domaines puissent se voir régulièrement autour de challenges, partager leurs avancées, et c'est ainsi qu'on a des robots de plus en plus performants chaque année. Vous le disiez, oui, ça progresse très très rapidement. C'est quoi la prochaine étape pour ces robots ? Vous n'êtes pas sans savoir que le grand challenge du moment, c'est la voiture autonome. Elle est prête, elle fonctionne déjà très bien, comme par exemple la Google Car, mais tous les constructeurs automobiles sont sur les rangs. Donc ça, c'est pas le futur tel qu'on peut l'imaginer, c'est le futur qui va arriver demain. Et le prochain challenge, c'est vraiment le robot compagnon, celui qui est capable d'aider la personne handicapée à domicile, de l'aider à trouver les objets dont il a besoin dans son quotidien, à faire le ménage et à l'aider en respectant sa vie privée et en apportant juste le minimum d'aide dont elle a besoin pour continuer à être autonome. C'est vraiment ça, de mon point de vue, le challenge des 20 ans à venir au niveau laboratoire. Et en attendant, ces robots, ils sont à la Coupe du Monde de robotique qui commence aujourd'hui en Chine. Merci beaucoup Fabrice Jumel. Bonne journée. Merci. Et à 19h55, c'est à présent Arthur Massot qui nous a rejoint. Bonsoir Arthur. Bonsoir Martin, ça va ? Ça va très bien, et toi ? Très bien. Alors, après 2 mois d'absence, je fais mon retour dans le Sunday Times et pas de chance, c'est la dernière de la saison. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma visite aux 24 heures de voiture à pédale. Alors tout d'abord, sais-tu Martin, ce qu'est une voiture à pédale ? Pas exactement, mais tu vas m'en dire plus. Exactement. Alors comme son nom l'indique, c'est un véhicule à 4 roues avec en siège des freins, des pédales et soit en volant, soit en guidon, c'est selon. Le véhicule va un peu moins vite qu'en vélo parce qu'on ne peut pas s'y mettre en danseuse et qu'il est un peu plus lourd. Mais en ville, certains roulent tout de même à 30 ou 35 de moyenne avec des pointes à 50 km/h. Alors ce week-end, et c'est le sujet, j'ai assisté aux 24 heures de voiture à pédale. Ceux-ci se sont déroulés à Vimoutiers, une petite bourgade de 3800 habitants située dans l'Orne, à la frontière avec le Calvados et la Haute-Normandie. 30 équipages seulement, le nombre est limité car le circuit urbain est court, il ne fait qu'1 kilomètre. Chaque équipage est composé au maximum de 4 éléments qui se relaient fréquemment. Alors certains changent de conducteur tous les quarts d'heure, d'autres toutes les heures. Comme vous pouvez l'imaginer, le classement prend en compte les performances sportives, c'est logique, mais pas seulement. Un autre critère est très important, le look. Chaque voiture a un thème, alors on retrouve Tintin, Bob l'éponge, Spider-Man ou les Simpsons pour ceux qui préfèrent le dessin, mais également un bobsleigh jamaïcain ou un camion de pompiers, et même un corbillard. Et oui. Certains ne font moins vite que d'autres. Il faut dire que ceux-ci conduisent des véhicules qui ont plus de 30 ans, tout de même. Comme dans chaque manifestation sportive, il y a un speaker. Alors, enfin, 2 ici. Même si, entre nous, ceux-ci n'étaient pas très bons, et ils saluaient juste les candidats devant eux. Plusieurs stands de nourriture étaient disséminés tout au long du parcours afin de satisfaire les plus gourmets. Dans la soirée, vers 21h, 3 groupes locaux se sont successivement produits pour divertir les spectateurs. Ces concerts, tout comme la manifestation, sont gratuits et organisés par la ville. Alors le peloton est parti hier avec un peu de retard à 16h15 et il est arrivé aujourd'hui 24 heures et 1 minute plus tard. Dans celui-ci, on retrouve principalement des Normands, mais également des passionnés qui viennent tous les 2 ans participer à cette aventure unique. Alors bien sûr, quand la pluie est arrivée sous les coups de 20h hier soir, la fête a été moins belle, surtout pour les équipages ne luttant pas pour la victoire finale. Mais le nombre d'abandons n'est pas très élevé, notamment par le fait que ces 24 heures sont avant tout une aventure humaine et qu'on ne peut pas décevoir ses coéquipiers restés au stand. Comme chaque année, 5 000 spectateurs ont apprécié le spectacle, rendu festif par leur gratuité, mais aussi par le fait qu'il se déroule en ville. Une fois l'arrivée passée, les équipages se congratulent, fiers de leur performance.
Beaucoup reviendront en 2017 pour une nouvelle fois partager cette expérience unique. D'ailleurs, Martin, question. Est-ce que tu monterais une équipe en 2017? Pourquoi pas, Arthur? Alors, moi je veux bien avec toi. En live sur Radio One, les 24 heures de voiture à pédale. Exactement. Alors, je souhaitais terminer cette chronique, la dernière de la saison, en revenant sur mes 11 chroniques précédentes et faire un point sur l'avancée des choses. Alors, tout d'abord, la crise ukrainienne, vous le savez, se poursuit, bien qu'elle soit moins médiatisée. La situation sur place est instable, et si l'accord de Minsk a amélioré les choses, le conflit n'est pas terminé. Le chef d'État grec, Alexis Tsipras, je vais pas revenir dessus, il est au centre de l'actualité. Il a réussi à trouver un accord avec les membres de la zone euro, bien que ceci soit contraire aux engagements de sa campagne. Hervé Renard a été nommé entraîneur de Lille, qui est actuellement en fonction et disputera son premier match officiel avec les Dogs le samedi 8 août. La crise au Burundi, elle est de plus en plus intense. En coup d'État, elle a échoué et la majorité des opposants se sont réfugiés à l'étranger, au Rwanda pour la plupart. Les élections sont prévues mardi prochain et le président Pierre Nkurunziza devrait être réélu à une écrasante majorité. Sur place, certains craignent même un génocide. Le JT Bailly est devenu hebdomadaire et il compte désormais 14 épisodes. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a condamné l'État burkinabé le 9 juin dernier dans le cadre de l'affaire d'État Norbert Zongo. Elle a également demandé la réouverture du dossier. Le 9 juillet dernier, les journalistes d'investigation d'Afrique de l'Ouest ont créé une cellule Norbert Zongo pour promouvoir le journalisme d'investigation. La phase de commande de billets pour l'Euro 2016 qui m'avait tant fait exclamer il y a encore quelques semaines, eh bien, cette phase de commande, elle s'est clôt vendredi dernier. 11 millions de billets ont été demandés pour le million seulement mis en vente. Rien que pour la finale, où moins de 50 000 places ont été mises en vente, 1 200 000 demandes ont été formulées. Le tirage au sort est en cours depuis lundi et il se poursuit jusqu'au 15 août prochain. La nouvelle phase de vente se déroulera en décembre et en janvier, le tirage au sort connu. Et enfin, Christian Jean-Pierre ne commente pas encore du tennis, mais il sera présent en septembre et en octobre sur TF1 pour commenter la Coupe du Monde de rugby. Et ça promet. On rappelle qu'en 2011, il a quand même réussi à dire but quand il y avait eu un essai. Bravo à lui. C'est pas gagné, mais ce sera sur TF1 et ce sera également sur Canal+, pour ceux qui souhaitent éviter Christian Jean-Pierre. Exactement, radio-one.fr, d'ailleurs pour écouter toutes les chroniques de tous nos chroniqueurs. Et c'est donc sur cette belle chronique que nous terminons cette émission avec Arthur. Merci beaucoup d'ailleurs Arthur d'avoir été avec nous depuis le début pour faire ces... Je pense que je peux remercier au nom des auditeurs et au nom de tous les chroniqueurs ton professionnalisme qui a toujours été présent. Merci beaucoup et merci infiniment donc à vous les auditeurs qui nous avez suivis depuis le 8 février dernier dans cette aventure du Sunday Time qui se prolonge à partir de début du mois de septembre. Excellentes vacances à tous et à très bientôt sur l'antenne de Radio One. Salut à tous. Radio One, le Sunday Time.